Toutes nos excuses apportées plutôt pour ce retard. Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Les titres de cette édition. Deuxième New York Forum Africa à Libreville, rencontre annuelle des leaders pour recenser les opportunités du continent, saisir les investissements étrangers et développer l'Afrique. Invité par son homologue gabonais Ali Bongo, le chef de l'État a décortiqué les nouveaux défis de l'Afrique. Coupe du Monde de Brésil 2014, avant-dernier match des Lions en éliminatoire demain à 16h. Dans ce groupe J, l'Ouganda est provisoirement en tête. Dans ce journal, nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux à Monrovia. Vous verrez aussi comment l'État et notre armée se sont impliqués dans ce match. C'est à Libreville, au Gabon, que s'est tenu le deuxième New York Forum Africa. L'Afrique, vous savez, est un continent en croissance. Comment exploiter ces opportunités pour favoriser un développement durable? Durant la rencontre à laquelle a pris naturellement part le chef de l'État Macky Sall, clin d'œil a été fait aux investisseurs étrangers. Il urge de trouver de l'emploi à ces 150 millions de jeunes sur le continent. Faudrait-il encore que ce continent soit pacifié, stable et sécurisé? Envoyés spéciaux à Libreville, Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousmane Ndoye et bien sûr Khadi Kane. Près de 700 participants ont pris part au New York Forum Africa, alors que la première édition avait pour objectif la reconnaissance des progrès économiques de l'Afrique, ainsi que l'examen des opportunités pour les entreprises et les investisseurs. La deuxième ira plus loin. De réelles opportunités existent sur le marché africain. Il s'agit désormais de les transformer en business aux PME africaines. L'une des raisons de cette rencontre est la prise de conscience de la place grandissante et incontournable de l'Afrique dans un monde global qui fait face à de nouveaux défis. L'Afrique ne veut pas, l'Afrique ne peut pas rester en marge de la marche du monde. L'Afrique veut être actrice de la mondialisation en mettant en exergue ses multiples atouts. L'unanimité semble acquise sur le fait que l'Afrique, notre continent, serait la prochaine frontière. Analystes, institutions, observateurs, acteurs, tous ceux qui interviennent et s'intéressent à notre continent s'accordent à dire que l'Afrique, notamment la sous-région de la CEMAC, ouvre des perspectives prometteuses. Les débats ont tourné autour des thèmes sur la nouvelle économie, l'innovation technologique, mais aussi sur les nouveaux métiers qui se créent en Afrique et qui deviennent de véritables industries à l'instar du cinéma et de la mode. L'accent a été également mis sur les atouts de la jeunesse africaine, une jeunesse quand même qui fait face à des problèmes de l'emploi. Je pense que la jeunesse africaine est incontestablement celle qui fait nous lever tous les matins, mais qui doit nous obliger, nous les décideurs économiques, et vous, les décideurs politiques, à en faire notre priorité numéro 1. Vous le savez, 150 millions de jeunes Africains n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous prenions un engagement, celui de tout faire pour que dans chacune de nos discussions, nous voyions en quoi cela peut être bénéfique à la jeunesse africaine. La deuxième édition du New York Forum Africa a enregistré la présence des chefs d'État de l'Afrique centrale, CEMAC. Sur invitation de son homologue gabonais, le président Macky Sall a été l'invité d'honneur de la rencontre. Le chef de l'État, dans sa communication, a fait état des opportunités en Afrique à saisir par les entreprises et les investisseurs étrangers. L'Afrique doit se positionner en actrice responsable. Les leaders africains veulent désormais être des acteurs et non des spectateurs. L'ère de l'afro-pessimisme est révolue et l'Afrique doit moderniser ses systèmes de gouvernance, dira le président Macky Sall, président du comité d'orientation du NEPAD et porte-parole du continent africain. Nous aimons toujours au Sénégal emprunter ce message du président Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir, qui est le banquet de l'universel. Il y a déjà plus de 50 ans que cela a été théorisé. Parce qu'aujourd'hui l'Afrique est au centre du monde et l'Afrique peut donner comme l'Afrique peut recevoir. Et c'est à travers cet échange, ce partenariat gagnant-gagnant, que le continent pourra être dans le concert des nations. Au G8,
je porterai quelque part la parole de l'Afrique pour dire aux 8 puissances du monde que vous avez 54 États qui constituent ce magnifique continent que vous voyez sur la carte, majestueusement placé au centre du monde, qui a besoin que toutes les attentions soient portées à elle. Et les Africains ont pris conscience qu'ils doivent eux-mêmes faire les efforts qui permettra au monde d'avoir raison de croire aujourd'hui en l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent de la croissance rapide. Et je pense que la conférence de M. Laurent Simons vient d'indiquer à travers les 5 étapes essentielles qu'il vient de dire que le continent doit assurer la paix, mais je rajouterai à la paix la sécurité. Car l'Afrique, même si elle a la paix, nous voyons avec les périls comme le terrorisme, les trafics de tout genre, la drogue, la circulation des armes, nous avons besoin de sécuriser l'Afrique et d'assurer sa stabilité. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord qu'il faille développer le facteur humain à travers l'éducation et la formation, qu'il faille préserver les ressources du continent. Et c'est justement sur ce point particulier que nous allons discuter à Londres pour parler de transparence, de commerce et de taxes, lutter contre les paradis fiscaux qui détruisent les intérêts du continent et les intérêts de l'humanité. Il s'agira donc de faire en sorte que les ressources africaines, ressources naturelles, soient exploitées dans la transparence au bénéfice et des populations et des pays et des partenaires qui viennent investir. Comment mettre en place un plan d'action pour sortir l'Afrique de la pauvreté? Quelles sont les prochaines étapes à suivre? Autant de questions auxquelles tentera de répondre cette grande messe de l'économie. Sur place, toujours à Libreville, visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale du Gabon à Macky Sall, Guy Zoubandama, a encouragé le chef de l'État pour toutes ces initiatives et autres actions concrètes. Ensemble, ils ont également débattu de la situation à Casamance. Voici le chef du Parlement gabonais. Un parlementaire qui vient rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président de la République, que j'ai eu à connaître pendant qu'il était parlementaire. Tout en étant gabonais, je reste africain. Donc, lui étant à la tête de l'État sénégalais du Gabon, je continue de suivre. Je suis quotidiennement l'évolution de l'actualité politique au Sénégal. Et je me suis permis d'encourager le président dans les initiatives qu'il prend en vue d'assainir la situation économique du pays et aussi surtout de faire en sorte qu'il trouve les solutions idoines pour la situation en Casamance, de façon que le peuple sénégalais retrouve la stabilité, qu'il puisse se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour le développement du peuple sénégalais. Et je pense que c'est ça le combat le plus important, œuvrer au bien-être du peuple sénégalais. Cette coopération existe depuis. La preuve, nous avons invité le président Moustapha Niasse à venir au Gabon en septembre prochain à l'occasion de la rentrée de la deuxième session ordinaire. Cette coopération existe depuis l'époque où le président Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Et nous la développons, nous continuons de la développer par-delà l'alternance qui se développe au niveau de l'exécutif. En visite de travail donc au Gabon, le président de la République a rencontré les ressortissants sénégalais. Occasion saisie pour échanger sur la situation au Sénégal. Les préoccupations de la communauté sénégalaise sur place ont été abordées aussi. Nous restons avec Radikan.
Sénégalais vivant au Gabon ont réservé au président Macky Sall un accueil chaleureux, un accueil populaire. Ils étaient tous là sans aucune distinction. Ils ont tenu à montrer au président leur engagement à ses côtés, leur adhésion à sa cause. Vos premiers pas nous réconfortent. En effet, en initiant les conseils des ministres décentralisés, vous avez donné une idée d'un développement national qui doit partir des pôles de développement selon les spécificités et les potentialités de chaque région. Les actions que le président Macky Sall est en train de mener depuis un an ont été approuvées par la communauté sénégalaise de Gabon. C'est parce que le leadership du chef de l'État est reconnu partout dans le monde. C'est parce que le Sénégal est un État de droit où la démocratie a connu un grand bond que le président américain Barack Obama a décidé de venir au Sénégal, un pays où règne la stabilité. Les défis sont certes nombreux, mais ce riche bilan à mi-parcours, n'en déplaise vos détracteurs, est déjà gravé en lettres d'or à tribord comme à bâbord de notre chère pirogue le Sénégal. Ce qui justifie, s'il en était besoin, mes assertions si avant-propos de vos combats de tous les instants et l'arrivée prochaine au Sénégal du président des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé le président Barack Obama, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir découvrir le Sénégal. Tout ceci grâce à vous, Monsieur le Président de la République. Cet événement, appréciable à plus d'un titre, s'inscrit dans la droite ligne des ambitions que vous nourrissez à l'endroit de notre pays pour qu'il rayonne davantage et à tout jamais dans le monde de référence des civilisations avancées. Les femmes, quant à elles, se sont regroupées en réseau pour s'entraider. Elles ont demandé au président Macky Sall de mettre à leur disposition un programme de financement. Le réseau des femmes sénégalaises du Gabon est ouvert à toutes nos compatriotes. Vivant au Gabon, il rassemble toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les associations culturelles de la diaspora féminine sénégalaise vivant au Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre réseau soutient votre action et votre programme Yoonu Yokkute. Nous souhaitons votre précieux soutien et concours pour renforcer et pérenniser notre réseau. Nous voudrions bénéficier de financement pour les projets de développement de notre réseau, car ces braves Sénégalaises ici présentes, à côté de leurs chers époux, soutiennent des familles entières au Sénégal. En venant à la rencontre de ces Sénégalais de la diaspora, le président Macky Sall a tenu à leur témoigner toute sa gratitude et sa reconnaissance pour tout le soutien qu'il lui a apporté lors des élections présidentielles. Je vous salue très chaleureusement pour cette belle mobilisation. Je vous remercie pour votre engagement à mes côtés. Je rappelle qu'au mois de septembre 2011, je suis venu vous rencontrer ici à Libreville et à Port-Gentil. Vous aviez pris l'engagement devant moi de me porter à la tête du pays. Vous l'avez fait et de fort belle manière. Je rappelle qu'au premier tour de l'élection présidentielle, le Gabon a voté à 67% pour le candidat Macky Sall. Au second tour, vous avez fait un plébiscite à plus de 82%. Vous comprenez donc la joie que j'ai à vous retrouver dans cette terre africaine du Gabon pour vous dire merci, chers compatriotes. Merci pour cette volonté, merci pour cet engagement, merci pour ces sacrifices, car je sais que le combat n'était pas facile. Et par votre abnégation, votre détermination,
nous avons eu ce résultat exceptionnel. Le chef de l'État a aussi dit ses ambitions de redresser le Sénégal. Il a fait état des actions que son gouvernement compte mener pour y parvenir. Je voudrais vous donner l'assurance que mon engagement est total pour redresser le Sénégal et le mettre sur la rampe de l'émergence. Nous avons engagé ce travail de transformation qui demande certes du temps, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons engagé des réformes. Nous sommes en train de remettre le pays sur le droit chemin pour en faire un état de droit. Un pays où les citoyens auront les mêmes devoirs et les mêmes droits. Un pays où la jeunesse bénéficiera d'une éducation de qualité et d'une formation professionnelle, afin de lui donner les chances d'exercer partout dans le monde son métier. Un pays où les femmes seront respectées avec des droits, parce que nous le savons, la femme sénégalaise, elle est mère, épouse, elle est tout pour nous. Et elle mérite tout notre soutien et toute notre considération. Nous allons travailler à transformer le statut de paysan pour en faire de véritables agriculteurs. Cette année et avant l'hivernage, j'ai engagé l'achat de plus de 1000 tracteurs qui seront injectés cette année pour la modernisation de notre agriculture. J'ai engagé également le gouvernement à travailler pour la création de semences de qualité en vue de la reconstitution du capital semencier national. Dans la soirée d'hier, le président Macky Sall a rencontré les cadres sénégalais vivant au Gabon, venus lui rendre une visite de courtoisie, ainsi que des femmes députées venues assister au Gabon à une session sur la parité à l'Assemblée nationale. Elles sont venues partager l'expérience du Sénégal sur la question. Éliminatoire mondial 2014 comme annoncé dans les titres, mondial 2014 donc au Brésil. Avant-dernier match de groupe pour les Lions du Sénégal. Tout de suite, direction le Libéria pour retrouver un de nos envoyés spéciaux sur place, Daraba, qui a sans doute énormément de choses à nous dire. Bonsoir Daraba. Bonsoir Angélique Manga. Alors, j'imagine que tout est fin prêt sur place et que dans le groupe, il y règne une bonne ambiance d'avant-match. Vous avez tout à fait raison, une bonne ambiance d'avant-match puisque l'équipe du Sénégal, on a eu à le constater il y a quelques heures, comme l'autorise le règlement de la FIFA, a eu à effectuer une reconnaissance du pelouse. C'était, je vous invite à découvrir l'arrivée du bus des Lions, c'était aux environs de 16h15, vous le découvrez maintenant, ce sera dans quelques instants la descente de joueurs. Les joueurs qui sont au complet. On se prépare pour la reconnaissance de ce terrain du stade de Samuel Do, en stade de 25 000 places, une pelouse tant redoutée par Alain Giresse. Les derniers, voilà, que vous découvrez à l'image, et puis un exercice avec ballon. Tout le monde a participé à cet exercice, joueurs de champ, mais également les gardiens de but, histoire d'avoir des repères sur ce terrain. L'inquiétude du sélectionneur national Alain Giresse qui a craint ce terrain du stade Samuel Do sur le plan la qualité de pelouse de jeu. Il ne garantit pas une bonne maîtrise du jeu. On va tout de suite écouter le sentiment d'Alain Giresse qui a eu à découvrir cette pelouse. Voilà, donc on reviendra à tout cet élément avec Alain Giresse qui a également, depuis hier, à la descente d'avion à l'aéroport de Monrovia, il nous confiait qu'il avait des inquiétudes sur ce terrain du stade Samuel Do. Du point de vue qualité, il a découvert
aujourd'hui, il ne garantit pas une bonne maîtrise du jeu et du ballon. Il nous dit que ce sera certainement en deçà du match de Luanda. Alain Giresse, que je vous propose d'écouter. Elle est dans un certain état. Vous voulez qu'on le qualifie? C'est très moyen, très quelconque. Donc ça veut dire que là, il faudra prendre des dispositions, il faudra s'adapter à ça. Donc, ça veut dire certaines choses qui sont habituellement, comme plus autrement, être réalisables lors du dernier match, ne seront pas sur ce match-là. C'est pas possible. Voilà, donc là on referme le créneau parce que c'est comme ça. Je veux dire, c'est dans le geste techniquement parlant, oui, pardon, ne sont pas réalisables sur le même type de pelouse. Certainement que ça sera moins, comment dirais-je, moins clair, moins limpide, oui, parce que bon, à un moment donné, quand vous n'avez pas la maîtrise du ballon, il faut effectivement aller dans l'engagement et dans l'attitude avec un peu plus de réserve et de simplicité dans son jeu. L'avertissement de Alain Giresse, ce sera un match de qualité technique moyenne. Des inquiétudes sur ce terrain. Le staff technique des Lions, Anna, pourrait être à l'abri de toute surprise. Le préparateur des gardiens de but, Sidat Sarr, a eu également effectué une reconnaissance du terrain avec les 3 gardiens. Il s'agit de Bruno Koundoul, Ousmane Mané, mais également Chertiyan Ndiaye de Rennes. Il n'a pas manqué à donner quelques conseils à ses poulains. L'état de terrain qu'on a trouvé ici, vraiment, c'est un terrain qui reste à désirer. Mais on s'est bien préparé, on s'est adapté. On sera vraiment, pour moi, à essayer de gérer surtout la situation du terrain qui n'est pas des meilleures. Mais on s'est bien préparé pour au moins demain, Inch'Allah, on va retrouver avec de bons repères. Un gardien de but est appelé à jouer sur 2 mi-temps. Donc on est obligé de travailler l'un ou l'autre. On a essayé de faire travailler tous les 3 gardiens dans les mêmes situations de jeu qui vont se révéler demain sur le match, c'est-à-dire les tirs à ras de terre, les tirs au volet et des centres en retrait. Donc on a travaillé sur les 2 sens pour au moins demain, si ça se présenterait, on aura un répondant, Inch'Allah. Avoir du répondant pour l'équipe du Sénégal, qui a eu à effectuer la reconnaissance du terrain. Son coach adjoint, Boubacar Gadiaga, m'a rejoint. Gadiaga, bonsoir. Bonsoir. Votre sentiment sur ce terrain, c'est vrai, on l'a tant décrié, mais vous êtes confiant. Bien sûr, c'est un terrain qu'il faut accepter comme l'équipe qui nous reçoit aussi. Je pense que personne n'est avantagé. Ce qu'il y a, c'est que de trouver des stratégies qui vont nous permettre de gagner ce match dans la rigueur et dans la concentration. Dans la concentration, l'équipe a eu à effectuer quelques repères sur le terrain. Je ne vais pas demander de vous dévoiler, on y reviendra, la composition de l'équipe nationale au départ. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Parce que vous avez tant redouté ce terrain. Hier, à la descente de l'avion, c'était également le même discours. Oui, je pense que avec ce terrain-là, on n'aura pas besoin d'abord de commencer à construire de chez nous, parce que il y aurait beaucoup de risques pour perdre des ballons facilement et mettre l'adversaire dans de bonnes situations. Je pense que dans un premier temps, il faut peut-être jouer long, aller chercher le deuxième ballon, jouer chez eux. Et puis après, au fil du temps, on pourra poser notre jeu, parce que voilà, les organismes seront un peu plus fatigués. Et là, on pourra poser notre jeu, parce que voilà, on aura la technique pour la différence si on veut. Alain Giresse dit le match sera d'un niveau technique moyen. Est-ce que cela veut dire que vous allez jouer la prudence? Techniquement, non. Je pense que le jeu long, c'est une technique de jeu. Il faut être précis, il faut être propre, celui qui reçoit le ballon doit être bon techniquement aussi pour qu'on puisse jouer. Je pense que jouer long ne veut pas dire être mauvais techniquement, mais je pense qu'il faut être précis, il faut savoir jouer les ballons quand il le faut, et puis essayer de garder le ballon quand il le faut. Je pense que voilà, il faut alterner et le long et le court, mais je pense qu'en début de match, il faut qu'on soit très prudent en imitant de conscience chez nous, parce que le terrain n'est pas en état potable pour jouer. Mais au fil du temps, je pense, comme j'ai dit tantôt, je pense que plus on va dans le match, plus il y aura de l'espace, plus on peut poser le jeu, plus on prendra des risques. Donc non, je ne me pose pas de problème. Bon, c'est vrai qu'on s'inquiète parce qu'on a envie de poser le jeu, mais je pense que si on est terrain comme ça, il faut s'adapter, vite fait et bien fait, quoi. Autre crainte, la pluie, est-ce que c'est un terrain boueux? La pluie, est-ce que vous avez également pris en compte ces paramètres?
La pluie, oui, moi j'espère qu'il peut donner parce que si ça ne tombe pas, ça va être dur et que quand c'est dur, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'avec un peu de flotte, ça nous fera un peu de bien, mais pas beaucoup. Plus un peu pour que ça puisse fiser et que ça donne la vitesse au jeu. Ça donne vitesse au jeu, la vitesse au jeu. Du jeu, on en parle, puisque cet après-midi à Kampala, l'équipe nationale d'Ouganda a battu celle d'Angola sur un score de 2-1. Une victoire de 3 points qui fait de l'Ouganda la première équipe de ce groupe J, le groupe du Sénégal. Le Sénégal qui a 2 points rattrapés face à l'Ouganda. On a essayé d'interroger Alain Giresse sur cette situation. C'est vrai que l'Ouganda a 24 heures de plus que le Sénégal. Le Sénégal sera demain sur ce terrain pour rencontrer l'équipe libérienne. On l'a posé la question à savoir, est-ce que ça va augmenter la pression, est-ce que ça va bouleverser les plans du staff technique de l'équipe nationale? Alain Giresse. Aucune appréciation. Ça va pas changer le match de Non. Vous n'avez pas, cela ne change pas les plans du match? Non, non, pas du tout. Pas du tout, non, je crois. Il n'y a aucune raison et il faut qu'on reste focalisé sur ce match comme on l'a été et en prenant aujourd'hui simplement les éléments que nous avons pu prendre ici avec la reconnaissance du terrain et puis rester dans notre mode d'approche que nous avions et de préparation. Mode d'approche qui est celle du Sénégal dans la préparation qui a été entamée depuis Bruxelles avec l'étape d'Accra et l'équipe du Sénégal qui est depuis hier soir à Monrovia. On l'a rappelé hier à la descente de l'avion, l'objectif reste la gagne. Avec cette victoire de l'Ouganda sur l'Angola, est-ce que dans le groupe, c'est vrai que le coach n'en a pas parlé à la presse. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, avoir quelques petites révélations, des discussions entre joueurs, des discussions entre coachs après ce classement provisoire de ce groupe du Sénégal? Si, on en a parlé, on a échangé. Je pense que ça, premièrement, ça élimine totalement de la course l'équipe d'Angola. Après, derrière nous, je pense qu'on a notre destin entre nos mains parce que il faut peut-être ne pas être gourmand tout de suite parce que si on fait match nul, on a une finale à jouer contre eux, contre l'Ouganda chez nous. Mais bon, donc voilà, donc je pense que en toutes les cartes, on n'a pas la pression, on doit jouer sans la pression parce qu'en prenant un point, ça nous donne l'obligation de gagner chez nous pour passer. Donc même si on gagne aussi, ça nous donne l'obligation de faire un résultat chez nous. Donc voilà, dans les deux cas, je pense qu'on doit rester serein, on doit venir avec une grande confiance parce que voilà, c'est à eux de venir nous chercher et que nous aussi il faut savoir s'adapter par rapport au terrain et que voilà qu'on puisse bien entamer notre match dans la rigueur, dans la concentration. Après plus on avance, le temps jouera pour nous. Je pense qu'on a les moyens pour gagner ce match, mais on va le faire progressivement. On va jouer avec nos têtes, avec nos atouts, avec le cœur en plus, puisque voilà, parce que ça sera un match difficile face à un public qui sera là à pousser son équipe. Mais nous on sera, je pense que si on est rigoureux, si on est concentré dans le début du match, dans le match, je pense qu'on le fera mal. Cette concentration, elle fait souvent défaut à l'équipe du Sénégal. On l'a remarqué sur les matchs joués à l'extérieur, sur les deux matchs face à l'Ouganda, face à l'Angola. Le Sénégal a toujours été à marquer un but. Est-ce qu'aujourd'hui, les réglages nécessaires ont été faits pour que cette concentration sur le sujet soit admise dans le groupe? Bien sûr qu'on essaie toujours de s'améliorer, d'être mieux défensivement et offensivement. Mais bon, maintenant, après, on sait qu'un match où ça se gagne sur le plan mental et que quand on joue ici un match qui peut nous permettre d'aller en Coupe du Monde, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour donner tout ce qu'on a dans le cœur. Et je pense que si on donne tout ce qu'on a, ça demande uniquement de la concentration, plus de la concentration. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour vraiment faire très mal à cette équipe-là. Mais bon, il faut, comme j'ai dit tantôt, il faut le faire de manière organisée, d'une manière très posée, avec beaucoup de sérénité. Et Inch'Allah, je pense que le résultat sera favorable. Le résultat sera favorable. Le coach Alain Giresse disait qu'il fallait avoir un résultat. Le résultat, c'est une victoire ou un nul? L'objectif de ce match? Mais si on me dit un nul, je signe tout de suite. Mais si on gagne, c'est encore mieux, parce qu'on sera premier. Mais bon, comme je dis, je pense qu'il faut partir de ça. On défend en avançant, on joue en progressant. Je pense qu'il faut
faut poser ses galons, il faut être bon, solide derrière, avancer sur eux, de mettre petit à petit la pression, et puis à la fin, si on marque, si on gagne, c'est encore mieux. Mais bon, on sait que 0-0, on peut gagner chez nous et partir pour la deuxième partie. Pour le dernier tour final de ces éliminatoires du mondial brésilien, Boubacar Gaïaga, le coach adjoint de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous remercie et bonne chance. Merci. On se reverra certainement dans ce stade demain, à l'heure du match. On demande à la prière de tous les Sénégalais qu'ils prient pour nous, qu'ils soutiennent l'équipe, parce que voilà, on a besoin de ça, qu'ils nous poussent. Je pense qu'aujourd'hui, on est vecteur social qu'il faut accompagner. Je pense que voilà, on a tout pour réussir avec les prières, Inch'Allah. Avec les prières de tout un peuple, le peuple sénégalais qui est à l'écoute des Lions du Sénégal, qui vont jouer demain ici à Monrovia face au Libéria. Je le rappelle, au match aller, le Sénégal avait gagné sur la marque de 3-1. C'était au stade de Léopold Sédar Senghor. Concernant ce match, la fédération libérienne a pris toutes les dispositions sécuritaires. Le stade a une capacité de 25 000 places. Seuls 22 000 billets ont été mis en vente. Et puis également, il n'y a eu que deux structures agréées qui ont été choisies pour la mise en circulation de ces billets. Sur le plan sécuritaire, sur ce match Libéria-Sénégal, la réaction du secrétaire général de la Fédération libérienne de football, il s'agit de Alfonso Armadi. Partout par le monde, parfois il y a la violence dans les stades, on le sait, mais ils ont pris tous les mécanismes pour qu'il ne se produise pas. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle ils ont même réduit le nombre de billets, voyant la capacité du stade. Donc ce qui concerne du côté sécuritaire, parce qu'il y a partout, même les sécurités privées aussi, ils vont participer à la vaillance des guichets. En même temps aussi, tous les cachets sont numérotés. Là où tu s'assois, les sièges sont numérotés pour qu'il y ait pas de problème. Là où tu dois t'asseoir, c'est mentionné dans ton billet. La raison pour laquelle, donc aussi FIFA aussi a dit la protection des joueurs dans le stade. Donc c'est ça ce qui leur concerne. Ils font tout pour assurer la protection des joueurs et les commissaires du match et les alentours du stade. Et puis le problème est que les grands noms au niveau des joueurs, ce n'est pas qui leur préoccupe. Ce qui leur préoccupe, c'est gagner le match, c'est dimanche. C'est leur concentration. C'est pour gagner le match, qui est le fair play. C'est ce qu'ils souhaitent. Le secrétaire général de la Fédération libérienne de football sur les dispositions sécuritaires prises pour ce match Libéria-Sénégal. Je le rappelle, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires, comptant pour le mondial brésilien. Le président Augustin Senghor à Monrovia depuis hier, il a devancé les Lions de quelques heures. Est-ce que sur le plan sécuritaire, depuis hier, vous êtes à Monrovia? Vous avez constaté les dispositions prises, ont-elles été respectées? Écoutez, au niveau du stade, c'est à partir de demain, jour J, qu'on saura si tout ce qui a été annoncé a été fait. Bon, le léger constat qu'on fait, c'est l'absence, je dirais, des forces de sécurité autour des équipes. Mais je pense que dans des pays comme ça, ça arrive souvent. Tout à l'heure, à la séance d'entraînement, effectivement, on a senti qu'il y avait pas assez de services d'ordre, à l'aéroport aussi. Mais je pense aussi que de notre côté, il n'y a pas eu de situation inquiétante à ce niveau. L'équipe circule assez bien dans Monrovia sans souci. Sans souci dans la prise en charge de cette équipe nationale du Sénégal, la fédération libérienne a répondu présente? Oui, je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas eu d'inquiétude. Tout s'est bien déroulé jusqu'à présent et on espère que tout se passera bien. C'est une fédération sœur et je pense aussi que notre équipe jouit d'une certaine respectabilité au sein de la population libérienne.
au sein de la population libérienne. Le Libéria, vous savez, il y a une forte communauté sénégalaise qui est implantée au Libéria. On reste dans le volet organisation de ce match Libéria-Sénégal. Les Sénégalais vivant au Libéria se sont organisés au sein d'un comité de supporters. C'est vrai, le 12e Gaïndé n'est pas là, mais le 12e Gaïndé local est là. Et puis, le MC de ce 12e Gaïndé, il s'agit de Nourou Diouf, qui vit au Libéria depuis 5 ans, sur les dispositions qu'ils ont prises pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal. On écoute ses propos. On est en bonne préparation, tout est prêt. Cela fait 2 à 3 semaines qu'on se prépare pour accueillir les Lions. Toutes les conditions sont réunies maintenant. La seule chose est que nous souhaitons arriver au stade là, que ce jour-là, qu'il ne pleut pas. Donc toutes les dispositions sont prises, quoi. On est prêt pour le match demain, Inch'Allah. Nous sommes rassurés d'une victoire. J'ai déjà mobilisé plus de 200 supporters. 200 supporters qui seront là-bas avec les... cela fait un peu plus de 200, parce que le Sénégal, typiquement, et ceux qui sont nés ici, disons dans les environs de 400 Sénégalais qui seront au stade demain, quoi, pour pousser les Lions à la victoire. 400 Sénégalais qui seront dans ce stade de Samuel Do de Monrovia, ça rassure, hein, Monsieur le Président? Oui, c'est à saluer. Les Sénégalais de Monrovia se sont mobilisés avec leurs amis pour venir nous soutenir. Et je pense aussi qu'autour d'eux, il y aura d'autres ressortissants de pays de la sous-région comme la Guinée. Et je pense qu'avec tout ça, nous pourrons répondre présent au niveau de la mobilisation des supporters pour pousser nos Lions à la victoire. Les Lions à la victoire. Aujourd'hui, vous avez suivi avec tout le monde, hein, la victoire de l'Ouganda sur l'Angola. L'Angola qui est presque éliminé, ce qui fait donc le Sénégal est devancé de 2 points par l'Ouganda. L'enjeu du match de demain, est-ce que vous avez sensibilisé davantage les joueurs, les Lions, sur ce match? Oui, effectivement, l'Ouganda aujourd'hui nous devance de 2 points. Mais avec cette particularité que nous avons un potentiel de 6 points d'ici à la fin, alors qu'ils n'ont qu'un potentiel de 3 points. Donc c'est à nous justement de prendre notre destin en main. Et c'est à ce niveau-là que ça se jouera. Aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir avant d'entrer dans le terrain demain. Si les joueurs montrent la même détermination que lors du match que nous avons joué à Luanda, et si la réussite est présente, je pense que le Sénégal pourra s'imposer ici et garder sa pole position, parce que ce qui était retenu comme objectif à l'approche de ces 2 matchs-là, c'est de faire tout notre possible pour que, à l'issue de ce match de demain, on reste premier avant d'affronter dans une finale qui sera une finale quoi qu'il arrive, même en cas de victoire du Sénégal, contre l'Ouganda à domicile. À domicile, là, vous parlez de joueurs, on va rester sur le terrain. Cet après-midi, hein, hier, on l'a vu, cher Sadibou Mbengue, victime d'un malaise au tendon d'Achille depuis le match Angola-Sénégal, ne s'est pas entraîné. Et puis cet après-midi également, il ne s'est pas encore remis de cette blessure. Du coup, hein, ça pose une petite équation au sélectionneur national, Alain Giresse, qui n'a pas voulu dévoiler son 11 de départ, mais il a ses raisons, les voici. C'est la seule fois que vous posez la question en connaissant la réponse. La question que vous posez, vous connaissez aussi la réponse. Mais vous avez raison de tenter. Comment dit qu'il ne tente pas rien, n'a rien. Voilà. Alors, vous savez qui c'est qui va le remplacer. Voilà, il dit que vous savez qui c'est qui va le remplacer. La presse sénégalaise parle de Pape Ndiaye Souaré qui va prendre la place de Cheikh Sadibou Mbengue. Président, c'est vrai, on ne va pas vous bousculer, hein, mais vous, est-ce que vous avez une idée sur le 11 du départ? Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. Il faut attendre demain. Ce que je sais par contre, c'est que, puisque le coach l'avait déjà annoncé, il sait qu'il a abondance de joueurs de qualité. Et c'est une chance pour le Sénégal. Donc, quels que soient les joueurs qui seront dans le terrain, on peut s'attendre à une grande équipe du Sénégal demain.
une grande équipe du Sénégal qui a su négocier un match nul à Luanda il y a une semaine de cela, mais le coach ne garantit pas une qualité technique du match Libéria-Sénégal. Il dit de niveau moyen. On le rappelle donc, l'enjeu de ce match, reprendre la première place du groupe à l'Ouganda. Le Sénégal... Pour reparler de ce Libéria-Sénégal, dans l'histoire, on va interroger les chiffres. En qualification pour la Coupe du Monde, les deux équipes ont eu à se rencontrer à 5 reprises. Et dans ces 5 rencontres, le Sénégal a eu à l'emporter 4 fois. Et le Libéria a contraint le Sénégal. C'était ici à domicile, au nul de 2 buts partout. Peut-être que le président voudra que l'histoire bégaye un peu. Oui, bien entendu. Je pense qu'il faudrait que d'ailleurs l'histoire bégaye. Comme vous l'avez dit, c'est une réussite généralement. Et d'ailleurs, la Angélique. Alors, Dahaba, je crois que nous sommes avec vos invités. C'est contre eux. Et nous sommes largement revenus sur les préparatifs du match, l'état, le moral des Lions et puis tous ces fédéraux, coachs et autres qui sont déjà intervenus. Je crois que nous pourrons dans nos prochaines éditions revenir dans tous ces détails-là. Et on vous remercie vraiment de tous ces éléments que vous nous avez proposés. C'est un grand journal dans le journal. En tout cas, merci. On se retrouve demain. Et justement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans l'autre match du groupe, l'Ouganda a battu l'Angola ce samedi 2-1. Les Ougandais prennent donc provisoirement la tête, la première place du groupe en attendant bien sûr le match Libéria-Sénégal. Ce sera ce dimanche. Et pour nous faire vivre ce match Libéria-Sénégal, la RTS naturellement a déployé de gros moyens à Monrovia et comme annoncé dans les titres, vous allez voir que ce sera avec l'appui de notre armée nationale et bien sûr avec l'appui de l'État du Sénégal au premier chef duquel, Macky Sall. Je vous propose de suivre ce reportage, il est signé Dahaba. Ça va pas être un match facile. De toute façon, on a vu contre l'Angola, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je pense que contre le Libéria, ça va être pareil, mais c'est à nous de savoir prendre le match avec sérénité. Je pense qu'il nous faut une victoire. Le match passé, c'est vrai qu'on n'a pas été on n'a pas gagné le match, mais on a fait un très bon match. Moi, vraiment, je suis satisfait de ce qui s'est passé. Et j'en suis sûr et certain que s'il se comporte comme ça et qu'il redouble d'efforts, on va gagner le prochain match contre le Libéria, Inch'Allah. Mais il faut continuer à pousser et s'il faut marquer 2 ou 3 buts, on a les possibilités, on a les capacités parce qu'on a une ligne avancée, une bonne ligne avancée devant. C'est pas un match où on doit jouer avec pression. D'autant plus que l'équipe ne gagne pas. Cela ne veut pas dire aussi que c'est un match à gagner, mais c'est un match à ne pas perdre. Donc je pense que les gens doivent être assez équilibrés pour jouer avec sérénité ce match, en mettant un bloc défensif très soudé, très imperméable, pour au moins ne serait-ce que ne pas perdre ce match. Parce que l'objectif du match, moi je pense que si on le gagne, on est à la limite qualifié pour le second tour, mais si on fait un match nul, on aura tout un autre destin en main. Pour nourrir quand même de l'espoir, au vu de la dernière prestation de l'équipe sénégalaise contre l'Angola, comparé au match que nous avons livré contre eux en Guinée. Donc il y a eu un meilleur comportement. Il est vrai, il y a eu quelques remous dans le groupe, mais je pense que ça devrait être quand même une motivation intéressante parce que jouer une Coupe du Monde, c'est déjà une motivation. Il faut mettre des buts à des moments où on a les occasions de but. C'est ça qui a fait défaut lors de notre dernière sortie. On a eu 3 fois la balle de break, mais on ne l'a pas marqué. Donc s'il se concentre davantage devant les buts, je pense qu'on aura des matchs faciles. C'est au jour d'être plus concentré, d'être plus motivé pour gagner les matchs. Dès les premières minutes où on a les occasions, il faut les mettre. C'était plutôt là l'avis de technicien sur ce match Libéria-Sénégal, des propos recueillis par notre reporter Abdulaziz Ban et sur les dispositifs de la RTS, appuyant cela par l'armée nationale et bien sûr le chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. En attendant, c'est hier qu'il a quitté le Sénégal après une visite officielle de 4 jours. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, fin de séjour marqué par un dîner
offert par Moustapha Niasse. Échange de civilité, évocation des rapports de bon voisinage et que de souvenirs heureux et de faits qui auraient pu virer au drame si, la suite de l'histoire sur fond de Khalam avec Abibou Mbaye. Passer les échanges, les accords, les règles protocolaires d'usage qui sont le propre d'un partenariat entre parlementaires, on peut maintenant savourer, le temps d'une soirée, quelques notes de Khalam accompagnées de chants traditionnels à l'honneur de l'hôte ivoirien. Le président Moustapha Niasse est allé accueillir Guillaume Soro, empruntant avec lui les escaliers. Et comme s'ils se sont passés le mot sur la tenue de soirée, le boubou blanc est à l'honneur. Honneur fait à Guillaume Soro en lui offrant d'autres, comme cadeau de souvenir pour son passage à Dakar, ainsi qu'aux autres membres de sa délégation. Et le président Guillaume Soro, en retour, d'offrir un cadeau venu d'Abidjan, toujours dans le respect de la couleur blanche, en harmonie avec leur tenue. Une manière de magnifier les relations interparlementaires et de passer en revue leur parcours respectif dans l'appareil d'État de leur pays. Cette amitié qui nous lie, comme elle existe entre vous et de nombreux Sénégalais, qui vous en ont fourni la preuve dans la rue, des anonymes qui vous ont dit « Ah, c'est le président Guillaume Soro, oh là là, je suis content de lui serrer la main ». Eh bien, ces Sénégalais-là vous ont rendu l'hommage qu'ils vous portent, tout comme les Ivoiriens aiment aussi les Sénégalais. Cette cérémonie d'échange de toast entre les deux présidents a été l'occasion de réveiller des souvenirs inoubliables à partager. Je sais ce que je dois au Sénégal. Aux heures de braise de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, n'eût été la bravoure des soldats sénégalais de l'ONUCI, je ne serais pas ici pour vous entretenir. C'est l'un des djambars composant ma garde rapprochée qui a risqué sa vie pour m'extraire du bâtiment de la RTI, radio-télévision ivoirienne, où j'avais été encerclé, moi, le ministre de la Communication en visite au siège de la télévision nationale. C'est avec bonheur que je les ai retrouvés ici. Et le temps d'une soirée est certainement propice à l'apprentissage de la langue Wolof et le président Guillaume Soro semble bien passer le test avec brio. Mangilai Sant Dila Gerem Derejef. C'est formidable ça. Il y a 2 semaines de cela, voyait le jour le Centre des jeunes dirigeants du Sénégal. Ce mouvement prône des idées nouvelles pour rendre l'entreprise plus humaine et compétitive. Le CJDS oriente et incite les jeunes à créer des entreprises dans tous les secteurs, car il n'y a pas de sous-métier dès lors qu'on y trouve son compte. Hier, c'était leur premier congrès autour de l'entrepreneuriat et du développement. Séduit, les pouvoirs publics se sont manifestés à Ramdawa. C'est un investissement personnel au service à la fois de l'entreprise et du Sénégal que le Premier ministre est venu saluer. L'action est d'autant plus encourageante qu'elle porte la signature de jeunes. Ces dirigeants d'entreprises qui se sont regroupés dans le seul but de partager, de défendre des valeurs et de former au métier d'entrepreneur. Nous avons eu à avoir plusieurs types d'activités, notamment des plénières ou des conférences. Autre réalisation, nous avons organisé en avril 2012 la caravane Saga Africa. C'est une caravane qui a acheminé une 50aine de jeunes porteurs de projets au Maroc par la route. Le Centre des jeunes dirigeants a été créé en 2011 au Sénégal. Cela plus de 70 ans après la naissance du mouvement sur le plan international. C'est bien cette jeunesse qui nous caractérise en premier lieu. Jeunesse comme une posture de vie. Jeunesse pour entreprendre dans nos entreprises, mais pas n'importe comment. Pour une économie au service de l'homme. Âgé d'à peine 2 ans, CJD Sénégal a vite retenu la leçon du comment mettre l'économie au service de l'homme. Aussi, ses membres vont-ils s'engager à redorer le blason de certains métiers.
Montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, être mécanicien ou être agriculteur, ce n'est pas dégradant. Au contraire, un agriculteur aujourd'hui qui a les connaissances qu'il faut, qui cherche les techniques qu'il faut pour développer son exploitation, est aujourd'hui un entrepreneur. De telles réflexions en ces temps marqués par le chômage agréent les autorités nationales. Cette réflexion menée par de jeunes dirigeants dans le contexte singulier du chômage des jeunes évoqués, me paraît porteuse de bon augure pour identifier et indiquer des voies neuves et inédites pour donner à notre ardente jeunesse des raisons solides de garder espoir en des lendemains heureux. Mais cela suppose aussi une adaptation à l'évolution du monde et des choses, une transformation des visions et un renversement de perspectives. En somme, une grande évolution et pourquoi pas une véritable révolution des mentalités. Le Centre des jeunes dirigeants tourne ainsi la page de 2 années d'existence bien remplie. Continuer le travail, faire plus et mieux, cela revient désormais à une équipe toute nouvelle. Demain, 16 juin, sera célébrée la journée de l'enfant africain en souvenir du massacre des enfants de Soweto. En prélude, le ministre de la Femme a délivré un message destiné à tous ceux qui militent pour le bien-être des enfants. Mariam Sarr est revenue sur la politique de l'État pour offrir aux enfants de bonnes conditions de vie. Thématique de cette année, éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes aux enfants. Notre responsabilité collective. Écoutons Mariam Sarr. La journée de l'enfant africain doit être un moment privilégié de réflexion sur les réalités et les conditions de vie actuelles de l'enfant. Dans notre pays, le Sénégal, malgré les campagnes de sensibilisation et d'information sur la protection des droits de l'enfant, certaines pratiques sociales et culturelles néfastes, telles les châtiments corporels, la mendicité des enfants, le confiage, le mariage précoce, persistent et demeurent une préoccupation du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et de son gouvernement. À cet effet, notre pays vient d'élaborer la stratégie nationale de protection de l'enfance, SNPE, dont la validation prochaine permettra de fédérer les différentes interventions dans le secteur de l'enfance avec un dispositif national, global, visant à prévenir et à éliminer la maltraitance, la négligence, l'exploitation et la violence que subissent les enfants. En outre, le Sénégal, dans sa perspective d'impliquer et de sensibiliser tous les acteurs, a instauré la Semaine nationale de l'enfant. Pour cette année, des innovations majeures seront apportées avec la forte implication des enfants dans les panels, forums et discussions, mais surtout pendant les émissions télé et radio qu'ils animeront eux-mêmes. Célébrons demain l'enfant africain Ranelou Ferlo dans le département de Vélingara. L'électrification semble être un luxe que les populations ne peuvent guère s'offrir dans le département. Mais rassure le ministre de l'Énergie, en tournée dans la zone, ce problème sera bientôt résolu et confiné dans les archives. Seydina Alioune Fall. Communauté rurale de Vélingara. Toute la localité s'est mobilisée pour accueillir le ministre de l'Énergie et des Mines. Ici, l'électrification figure parmi les doléances des populations. Vélingara fait partie des 53 villages qui étaient alimentés gratuitement parce que tout simplement, on pensait vous tendre un appât pour les élections présidentielles de 2012. Nous sommes en train de gérer cette question. Et je puis vous assurer qu'au moment où je parle, comme l'a confirmé l'honorable député Aliou Sow, nous sommes en train de travailler sur un programme pour l'alimentation des villages du département de Ranérou. 76 chefs de village dans la communauté rurale de Vélingara ont décidé de soutenir le président Macky Sall. En amenant avec vous les 76 villages, vous garantissez déjà la victoire aux prochaines élections de 2014.
Ici, un puits de 63 mètres et des extensions du réseau d'adduction d'eau ont été réalisées par le député Aliou Sow. Des initiatives saluées par Alingou Ndiaye. C'est plutôt de Vélingara, Ferlo, rien à voir avec le Vélingara dans le sud du Sénégal, le sud-est exactement. Pape Ibrahima Diagne est officiellement intronisé grand serigne de Dakar. Des dignitaires de la collectivité Lébou l'ont installé ce matin dans ses fonctions. Plusieurs autorités coutumières et politiques ont fait le déplacement, dont l'ex-premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo Damsila. C'est officiel, Pape Ibrahima Diagne est intronisé grand serigne de Dakar. Devant une forte assistance, l'imam a récité quelques versets de Coran juste avant sa prise de fonction. Salatan da'imatan bidawamik baqiyatan baqaik wa ala alihi wa sahbihi kazalik walhamdulillahi ala zalika fatiha ma salatul fatiha. Duma war Ndakaaru mukk inshallah. Dina doxal Ndakaaru inshallah. Après la prestation de serment, Pape Ibrahima Diagne a présenté au public la politique qu'il compte mener durant son magistère, une politique qui se résume au renforcement et à l'assistance de la communauté Lébou dans toutes ses démarches et activités, mais aussi à la continuation de l'engagement panafricaniste entamé par son prédécesseur. La cérémonie d'intronisation a réuni différentes personnalités de tous bords. Certains même sont venus de l'extérieur pour réitérer leur amitié et leur soutien au nouveau chef de la collectivité Lébou. Je sais que c'est une grande responsabilité, une grande charge. Si le choix a été porté sur lui, moi qui le connais depuis de longues années, ce n'était pas une surprise pour moi, mais croyez-moi, c'était un grand événement. Depuis qu'on s'est rencontrés en 2004, nous sommes restés des amis très proches et nous avons pu entretenir une solide relation d'amitié. Quelques mois après la disparition de Bassirou Diagne, son fils Pape Ibrahima Diagne le remplace aujourd'hui au poste de grand serigne de Dakar. À Mont-Roland, dans la région de Thiès, la communauté catholique prépare une grande messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur André Gueye, un fils du terroir choisi comme évêque de Thiès. L'événement a lieu demain dimanche. Un vibrant hommage lui sera rendu. Thomas Ganadiouf, chargé de la communication de la messe, est au micro de Omar. Il s'agit en fait d'une messe d'action de grâce. Si vous avez, la messe d'action de grâce, c'est un remerciement. Remerciement de l'évêque à Dieu, mais aussi remerciement des populations à l'endroit de cet évêque. Parce que le prêtre qui est ordonné évêque subit une certaine, un choix. C'est un choix qui est opéré sur sa personne, mais ce choix obéit à des critères. Parce que l'évêque, le prêtre qui est choisi par Rome pour être dirigé une église, il y a des critères de probité, des critères de son comportement, son sérieux. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être évêque, comme il n'est pas donné à n'importe qui d'être un chef. Parce que le chef, c'est Dieu qui choisit le chef. Et c'est pourquoi alors donc il y a ce remerciement, ce retour à Dieu, parce que ce remerciement, mais aussi les populations qui doivent remercier Monseigneur André Gueye, qui est originaire de leur peuple, mais les populations doivent donc remercier cet évêque parce qu'il a été bien éduqué, il a eu un bon comportement. Coupe d'Afrique de rugby, la Namibie a remporté la finale sur le score de 45-13 devant la Tunisie plutôt. Les Lions classés à la 3e place, ils ont battu le Botswana. C'était sous la présence effective du ministre des Sports Mansour Sow. C'est terminé. La Namibie championne. La Namibie est championne d'Afrique. C'est la consécration d'un parcours sans faute. Les Namibiens ont battu la Tunisie sur le score de 45-13. Une véritable démonstration de force. Regardez comment il a feinté avec Chris Tandobota. Voilà, qui va feinter et qui va partir à toutes jambes et qui ne pourra pas être arrêté. Extraordinaire. Dans la petite finale, les Lions ont enfin rugi et dans l'antre mythique du stadium Iba Mar Diop. L'équipe nationale du Sénégal s'impose sur le score de 41-5.
devant le Botswana. Avec maintenant cette balle, Mohamed Samba. Voilà, lui, il évolue à Limoges. Ah, ouais, bien joué, très bien joué. Bien joué pour Maxime Boyer. Maxime Boyer. Est classé 3e dans cette Coupe d'Afrique. Le Sénégal reste dans la poule B, au moment où son adversaire du jour est relégué au groupe C. La Namibie, elle, se qualifie au second tour de cette phase finale qualificative à la Coupe du Monde 2015. Et pour finir, grand format. Ce soir, il s'enlise dans la brèche de Saint-Louis, ouvert en 2003 pour sauver la vieille ville des inondations. Aujourd'hui, c'est devenu un canal de tous les dangers écologiques et humains. Migration des poissons, érosion, salinisation des nappes phréatiques, submersion des zones agricoles par la marée. Bref, c'est dans ces eaux troublantes en tout cas qu'à bord de pirogues de fortune ont embarqué des journalistes. Parmi eux, Ibrahima Diallo, grand format. En 2003, une partie de Saint-Louis était sous les eaux et l'île était fortement menacée. La pression des eaux du fleuve faisait craindre qu'une brèche naturelle ne se crée au niveau de la ville avec des risques énormes de catastrophes. Face à la menace d'inondation, les autorités d'alors avaient pris la décision de creuser une brèche à travers la langue de Barbarie. Une bande de sable de 40 km de long sur 300 mètres de large, parallèle à la côte qui sépare l'Atlantique du fleuve Sénégal et protège Doune-Baba-Dièye de l'océan. Depuis lors, ce qui était un canal de soulagement d'une situation est devenu une brèche de tous les dangers. À l'important débit du fleuve qui s'engouffre dans la brèche, s'ajoutent de l'autre côté de la langue les assauts de l'océan. Deux phénomènes qui grignotent la langue de Barbarie et élargissent le canal. La brèche a été ouverte en 2003. Depuis 2005, elle ne cesse de causer des dommages à nos habitations. Et la preuve, Doune-Baba-Dièye n'existe plus. Depuis 2003, cette brèche s'agrandit. Aujourd'hui, c'est une embouchure de 2,3 km face à Doune-Baba-Dièye. On a une accumulation du côté nord, alors que la partie sud est en train de subir une érosion rapide. D'après donc nos mesures effectuées entre 2010 et 2012, voire même depuis 2013, la vitesse de colmatage sur la partie nord est de l'ordre de 1,8 m jour, alors qu'au sud elle recule de l'ordre de 2,7 m jour. Ce qui fait qu'elle a tendance à s'élargir, donc à migrer globalement vers le sud, et ça expose les villages du Gagnolet. Situé à 2 km de la plage il y a 10 ans, Doune-Baba-Dièye est désormais laissé à l'assaut des vagues. Doune-Baba-Dièye n'existe plus. On y dénombrait 44 concessions d'où vivaient 800 personnes. Et tout ceci a été emporté par la brèche. Actuellement, Doune-Baba-Dièye est rayé de la carte. Cœur-Bernard, déserté par ses habitants. Pilote-Bar, menacé de disparition dans un délai très court, si l'on y prend garde. Vu la position de la brèche, qui fait face donc au village de Pilote, il est clair que les villages de Pilote, les villages de Mouit et Tassénaire sont sérieusement menacés. Le recul du fleuve au profit de l'océan a eu des conséquences néfastes sur l'environnement du Gagnolet et surtout sur les activités socio-économiques de la zone. Les poissons d'eau douce sont devenus de plus en plus rares. Une transformation brutale des écosystèmes qui s'est aussi traduite par un manque à gagner pour les pêcheurs. Pratiquement, nos enfants pêcheurs reviennent de la mer bredouille. Même la traversée de la brèche présente des risques énormes pour ces enfants pêcheurs. Même conséquence pour les agriculteurs, pour qui la salinisation des terres a anéanti toute l'activité maraîchère. Avant, on y cultivait de la patate, des pastèques, de la tomate, des choux, entre autres. Actuellement, ce n'est plus possible à cause de la salinisation des terres. Sur les eaux troublantes de la langue de Barbarie, naviguent deux pirogues de fortune. À bord, des journalistes environnementalistes. Malgré les risques de chavirement, ils ont pris leur courage à deux mains pour s'acquérir de la gravité du phénomène. Nous avons été ici en juin 2004, c'est-à-dire quelques mois après l'ouverture de la brèche. Et à partir de ce moment-là, nous avions commencé à constater
à voir un peu les impacts de cette brèche qui était de 4 mètres en octobre 2003 et en juin 2004, c'était déjà 600 mètres. Et donc nous voulions revenir sur nos pas, le GREP, avec les journalistes pour voir un peu les impacts, comment ça a impacté sur le plan écologique, environnemental, social. Chacun d'entre nous, dans le cadre de son organe de presse, que ce soit télévision, presse écrite, radio, va donner les bonnes informations aux décideurs et à toute la population du Sénégal. Laisser l'embouchure artificielle évoluer naturellement ou mener des actions mécaniques pour stopper sa rapide progression, des recommandations ne manquent pas. Il faut faire des études, il faut faire de la modélisation. Comme ça, on saura dans 5 ans, dans 10 ans, quelle va être la situation de la brèche et agir en conséquence tout de suite. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans cette gestion. Il y a un télescopage dans leurs différentes missions. Par exemple, s'il y a un problème au niveau du Gandiolé, les populations ne peuvent pas identifier l'acteur responsable de cette gestion et ce qui pose problème au niveau de cette gestion. Donc pour nous, ce qu'il faut faire, c'est de responsabiliser un acteur institutionnel et cet acteur doit travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs qui interviennent sur ça. De l'avis des experts, l'État du Sénégal doit intégrer la disparition des cordons littoraux dans la politique d'aménagement du territoire, car la mer est en train de reprendre ce qu'elle avait édifié il y a 5000 ans. Grand format signé Ibrahima Diallo. Retrouvez Ibrahima Mbou pour le journal du soir. Et juste après, vous pourrez suivre le match Brésil-Japon comptant pour la Coupe des Confédérations Brésil 2013. Ce sera sur la RTS 1. Ainsi se referme cette édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, coordonnée et réalisée, merci de votre attention. À demain 20h.